À suivre dans le grand angle, dans quel état est la France de 2019? Comment Emmanuel Macron exerce-t-il le pouvoir? Qu'est-ce que le macronisme? Les réponses de la philosophe Myriam Revaud-Dallon. Bonjour Myriam Revaud-Dallon. Bonjour. Bienvenue sur TV5, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, je viens de le dire, vous êtes professeur des universités, vous avez enseigné à l'École pratique des hautes études et à Sciences Po Paris notamment. Vous avez beaucoup travaillé et écrit sur la politique, sur le pouvoir, sur la démocratie et aussi sur les raisons de la crise sociale et politique que la France connaît en ce moment. Je voudrais d'ailleurs commencer par une question sur cette fronde aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et juste avant les manifestations, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. Que nous disent ces mouvements sociaux sur l'état de la France en 2019? Vaste question. Je crois qu'ils nous disent que, que la démocratie est en crise très très profonde, à plusieurs niveaux, la crise des Gilets jaunes est un aspect, les protestations contre la réforme des retraites, contre des protestations sur la situation dans les hôpitaux, des personnels soignants, c'est encore un autre signe. Et puis il y a une défiance généralisée à l'égard non seulement des hommes politiques, mais de la politique en général, c'est-à-dire une crise de confiance. Le laboratoire de Sciences Po auquel j'appartiens publie tous les ans un baromètre de la confiance. C'est le Cevipof, hein, on peut le citer. Et ce baromètre de la confiance montre que d'année en année, de trimestre en trimestre, les choses se dégradent. Oui. Et que les Français n'accordent plus aucun crédit aux paroles des dirigeants, aux promesses, d'ailleurs on le voit à chaque instant, et qu'ils mettent en question non seulement, parce qu'on a beaucoup parlé d'une crise de la représentation, ce qui est tout à fait de la démocratie juste, représentative. de la démocratie représentative, et qu'ils mettent en question très profondément les institutions représentatives, et qui sont très fortement liées d'ailleurs à la confiance ou au crédit que l'on accorde au pouvoir politique qui est censé représenter les citoyens. Et pourquoi ce désamour de la classe politique, qui n'est pas la seule, d'ailleurs les journalistes aussi en prennent souvent pour leur grade dans ce désamour. Enfin, les journalistes, et puis je dirais même les intellectuels aussi. Les élites, d'une certaine manière. Les élites, tout ce qu'on appelle les élites, et ça c'est une grande gaine, c'est un leitmotiv du populisme, enfin de ce qu'on appelle les populistes. Oui, mais tous les Français, on ne peut pas dire que tous les Français sont des populistes, ce serait trop simple. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout que je veux dire. Et puis il y a des pays hors de la France où le populisme est beaucoup plus marqué, et où la défiance à l'égard des élites est encore bien plus forte. Mais c'est quand même une espèce de constante qui consiste à remettre en question le pouvoir de ceux qui savent, entre guillemets, de ceux qui savent, comme si la détention du savoir. Et maintenant, ça touche aussi le savoir intellectuel, le savoir théorique, et pas simplement le savoir des experts, comme si elle était suspectée a priori. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être parce que les politiques, ou la politique, est perçue comme impuissante face à ce qu'on appelle ce rouleau compresseur de la mondialisation? En partie, oui, bien sûr. En partie, oui. Mais elle est perçue aussi comme impuissante, parce que du côté du pouvoir, il y a un type de discours dominant qui consiste à dire il faut s'adapter aux conditions de la mondialisation. Et c'est plus facile pour certains de s'adapter que pour d'autres. De s'adapter que pour d'autres. Et effectivement, puisque vous parliez du macronisme, le macronisme a été soutenu dès le début par des populations urbaines plutôt privilégiées, avec un certain niveau culturel, qui ont cru effectivement beaucoup à cette idée d'un nouveau monde ou d'une nouvelle politique, parce que ça allait aussi dans le sens... Eux étaient déjà des privilégiés par rapport à la mondialisation. Et puis ça fait quand même des décennies qu'il y a des gens qui sont laissés au bord de la route et qui ça ne date pas de Macron.
Oui. Hein, ça ne date pas du tout de Macron. Il ne faut pas imputer toutes les responsabilités. La crise de la France ne date pas du macronisme. Exactement. De Par exemple, 2017. la politique de désindustrialisation, pardon, le nord, l'est de la France, tout ça, c'est des... Comment dire, ce sont des données qui sont bien plus anciennes que l'arrivée du président Macron au pouvoir. Donc il y a cette espèce... C'est Chirac lui-même qui parlait de la fracture sociale. En 2005, oui. En 2005, donc ça, c'est pas nouveau. Alors, vous partagez en fait l'analyse du politologue Jérôme Fourquet qui parle de l'archipel français, c'est-à-dire de cette France désunie, morcelée. Oui, je pense qu'au niveau de la description, ce n'est pas, comment dire, c'est exact. C'est-à-dire qu'il parle de l'archipel français, c'est-à-dire, enfin, et effectivement, il y a une perte de ce qu'on pourrait appeler le lien social, en général. Et quand on dit on n'arrive plus à faire du commun, ce qui est une formule... Parce que qu'est-ce que c'est que le commun? C'est ce qui fait tenir une société. C'est la liaison, c'est le lien. C'est ce qui fait lien entre des individus qui ne sont pas simplement des atomes ou des individus séparés, mais qui entretiennent des liens les uns avec les autres, ne serait-ce qu'à travers le conflit. Parce que ça, c'est très, très important. Le lien social, ce n'est pas seulement être d'accord. Le lien social, c'est pouvoir exprimer et élaborer des désaccords. À condition qu'on se réconcilie après, d'une certaine manière. Qu'on se réconcilie ou qu'on arrive à... Pas forcément qu'on se réconcilie, je ne dirais pas. Qu'on trouve un compromis. Qu'on passe des compromis. Il y a une culture politique aussi qui est une culture des compromis, je dirais plutôt une culture de la négociation. Que la France n'a pas. Que la France n'a pas ou qu'elle n'a plus. Qu'elle a très peu, oui. Parce qu'il y a une très grande faiblesse des corps intermédiaires. Et je pense que Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a tout fait pour affaiblir ces corps intermédiaires. Alors les corps intermédiaires, c'est vrai que traditionnellement, les syndicats n'ont pas beaucoup de... Les syndicats, alors ça fait très longtemps que les syndicats, comment dire, au fond, ils sont beaucoup moins forts qu'en Allemagne. Oui, par exemple, parce qu'il y a beaucoup moins de Français syndiqués que d'Allemands. Voilà, mais aujourd'hui, par exemple, dans la question des retraites, on voit un retour en avant des corps intermédiaires. C'est peut-être d'ailleurs la chance de Macron. On voit un retour en avant des syndicats et on voit... Moi, je suis très, très frappée par le fait que les gens vivent depuis 2 semaines, 3 semaines dans des conditions extrêmement difficiles. Et je suis très, très frappée du peu de protestations que l'on entend contre les grévistes. C'est très étonnant. Les grévistes, pour l'instant, ils sont majoritairement soutenus par la population française. Entre 60 et 70%, ça dépend des sondages. Et malgré les conditions extrêmement difficiles que vivent les gens. Ça en dit long, probablement. Alors, ça en dit long sur le fait, moi, c'est ma position, sur le fait que je pense que la solidarité... le gouvernement essaye de mettre l'accent sur le fait que les régimes spéciaux... Mais les gens ont très bien ont la perception qu'il ne s'agit pas simplement de ça. Je pense que les gens, d'abord, ont la perception qu'il y a une très, très grande souffrance sociale, que la solidarité est une notion qui est en train de se perdre complètement. Et moi, dans l'article du Monde là, que j'ai publié lundi... j'ai insisté sur le fait qu'il y avait une sorte d'insensibilité du pouvoir actuel quant au vécu et notamment des gens qui s'occupent des autres. Voilà, par exemple, parce qu'on met l'accent sur, évidemment, les grèves des transports, de la SNCF, de la RATP, parce que c'est ça qui est le plus embêtant au quotidien. Mais il y a des mouvements depuis des mois dans les hôpitaux. Des personnels soignants, des infirmières, des pompiers. J'ai lu dans un article du Monde que les pompiers disaient qu'ils étaient devenus les médecins des pauvres. C'est quand même extrêmement fort comme expression. Alors, est-ce qu'on peut dire que Macron est un président libéral? Est-ce que macronisme égale libéralisme? Écoutez, moi je dirais pas... Non, pas libéralisme, parce que le libéralisme... comment dire, bon, on rentre dans des choses un petit peu techniques. Si on devait utiliser un terme par rapport auquel j'ai des réserves, parce que je trouve que c'est un petit peu fourre-tout, je dirais que Macron est un président néolibéral ou ultra-néolibéral. Alors c'est quoi la différence pour vous entre néo? C'est pas la même chose, parce qu'une démocratie libérale, c'est une démocratie où l'État intervient pour, d'une certaine façon, réguler le marché quand le marché dysfonctionne. Bon, on peut dire ça pour simplifier. Ce qu'on ne fait pas assez en France. Alors que le néolibéralisme, au fond,
c'est une sorte de pensée qui voudrait que l'État fonctionne comme une entreprise. C'est ça qui me frappe beaucoup. Emmanuel Macron gère la France comme si c'était une grande entreprise. D'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, au fond, sans même parler d'Emmanuel Macron, je pense que c'est une erreur absolument gravissime que de considérer que l'État ou qu'une politique se réduit à des problèmes de gestion. Il y a une finalité quant à la notion d'un bien commun. Or, cette notion de bien commun, je ne la vois pas apparaître. Ce que je vois apparaître constamment, ce sont des perspectives de calcul, de rationalité calculante, de gestion, d'efficacité. De budget. Et il n'y a pas beaucoup d'interrogations sur le type de société dans lequel nous voulons vivre. Une dernière question. Vous êtes philosophe. Est-ce que les politiques ont besoin des philosophes? Écoutez... Écoutez, c'est une question, c'est compliqué. Les politiques auraient besoin des philosophes, non pas pour que les philosophes soient les conseillers du prince, pas en ce sens-là, je pense que ça c'est une, c'est une illusion, mais les politiques auraient besoin plutôt de la philosophie plutôt que des philosophes. C'est-à-dire qu'ils auraient besoin de se poser des questions sur des notions fondamentales, et ça me frappe beaucoup, la façon dont, pour en revenir au vocabulaire... Et ce sera le mot de la fin? Pardon? Et ce sera le mot de la fin? Ah oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est le dévoiement d'un certain nombre de notions fondamentales, comme la capacité, la responsabilité, l'autonomie, l'universalité, qui, dans la bouche du pouvoir, sont des notions qui sont dévoyées dans le sens de la rationalité néolibérale. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Dallon, pour cette analyse détaillée quand même de la société française d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci.